Benjamin Moser, journaliste, écrivain et traducteur américain, spécialiste de l'écrivaine brésilienne Clarice Lispector et biographe officiel de Suzanne Sontag, était mardi 18 avril 2023 à la librairie Ombre Blanche. Il y présentait Sontag, sa biographie de la philosophe féministe, romancière et critique américaine, ouvrage couronné du prix Pulitzer en 2020, paru en France chez Christian Bourgois dans une traduction de Cécile Roche. Merci beaucoup. On a la chance d'avoir un Benjamin Moser qui parle un français impeccable. Bravo. Ça va simplifier grandement nos échanges, parce que moi, l'anglais. Alors, donc, ce soir, au programme, la très belle biographie que vous avez écrite autour de la vie de Suzanne Sontag. Alors, donc, pour vous présenter, vous êtes né en 1976 aux États-Unis. Avant de vous attaquer au cas Suzanne Sontag, vous avez écrit une biographie de la merveilleuse écrivaine, encore, à mon avis, méconnue en France, Clarice Lispector, la grande écrivaine brésilienne, aux éditions des Femmes, exactement, dont vous avez aussi, je crois, traduit une partie de l'œuvre littéraire en anglais. Toute l'œuvre, ouais, d'accord, ouais. Qui n'avait pas été traduite du tout avant vous. Il y avait des traductions, mais elles étaient un peu mauvaises. Ouais. D'accord. Ou un peu... Ouais. Mais si, il faut le dire. En 2019, donc aux États-Unis, paraît donc la biographie de Suzanne Sontag. Ça n'est pas la première, mais c'est la première biographie officielle, je crois. Hein. Vous avez reçu en 2020 le prix Pulitzer de la biographie. Et voilà, moi je rajouterais que c'est en plus de la vie de Suzanne Sontag, ce livre-là est aussi un très très beau portrait d'une époque et d'un lieu, puisque c'est vraiment aussi 70 ans d'histoire de la vie intellectuelle et culturelle, alors new-yorkaise principalement, parce que c'est quand même Mais voilà, une fois qu'on termine cette biographie, on comprend beaucoup mieux la façon de faire américaine avec les intellectuels et comment les rapports entre les universités et les revues, voilà, comment se fabrique la vie intellectuelle américaine. Mais on aura l'occasion d'en parler parce que ça, c'est aussi un des points. On ne pourra pas parler de toute la vie de Suzanne Sontag ni de toutes les périodes de sa vie, de tous les personnages qui habitent ce livre, parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de l'heure qu'on va avoir. Donc, il n'y a pas de mal. Donc voilà, donc, merci d'être là. Et peut-être avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, dites-nous juste comment vous vous êtes retrouvé à devoir écrire cette biographie de Suzanne Sontag. Est-ce que c'est vous qui l'avez initiée ou est-ce qu'on vous l'a proposé ou voilà, comment ça se déroule ça ? C'est pas moi. Et c'est un peu étrange parce que la première biographie que j'ai faite, c'était celle de Clarice Lispector, dont on a parlé. Et ça, c'était la grande passion de ma vie. J'étais fasciné par Clarice Lispector depuis que j'avais 19 ans et j'étais à l'université aux États-Unis. Et je me suis mis à apprendre le portugais pour des raisons... j'ai rien à voir avec le Portugal, le Brésil, mais je me suis retrouvé dans ce monde et je me suis retrouvé avec cette femme fascinante dont je voulais raconter l'histoire et je voulais la rendre plus connue hors le Brésil. Alors là, j'ai fait pendant des années et j'en fais encore. Aujourd'hui, dans l'avion, je travaille sur une traduction de Clarice. Après 25 ans, je me bats toujours pour qu'elle soit comprise et lue. Mais je me suis dit, après la première biographie, je sais ce que c'est que faire une biographie. C'est vraiment un travail à la fois fascinant et pénible. Parce qu'on se met dans tous les coins d'une vie. Tout ce que les gens veulent déguiser d'une certaine façon, c'est les parents, la famille, le sexe, l'argent, la carrière, enfin tous les trucs les plus sensibles, c'est là qu'on se met comme biographe. Et c'est un peu la maladie dans le cas de Suzanne, c'est terrible. 3 cancers, enfin, il y a
des trucs vraiment, et on sait qu'il y a la famille, qu'il y a la sœur, il y a le fils, il y a la voisine qui n'a pas aimé, il y a l'ex-amant. Et je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est fini pour moi? J'ai fait une fois, et puis j'étais au Brésil pour un truc de Clarisse, et j'ai reçu un email qu'on a lu en petit comité, votre biographie de Clarice Lispector, et on pense que c'est vous qui serez la personne idéale pour faire la biographie de Suzanne Sontag. Alors là, je me suis dit, parce que j'étais pas brésilien, je suis toujours pas brésilien, pas encore, mais je suis américain et je sais exactement ce que c'est que New York. Je savais pas où étaient les mines au Brésil. On découvre du fur et à mesure où sont les points sensibles. Mais avec Sontag, elle a été tellement explosive, elle a été tellement radicale, elle avait tellement d'ennemis, d'amis, de pros et de contre. Enfin, je savais ça exactement et je me suis dit, est-ce que je veux m'y mettre? Bah, voilà la réponse. Je suis un peu... je suis fasciné par le mouvement des idées, de comment, ce que vous avez dit, comment les idées se forment, comment l'opinion se fait, comment la politique se crée, comment les idées, on influence les idées, disons, abstraites, le métaphore, par exemple. Bon, si on est en France, tout le monde a fait la fac, le bac, philo, tout ça, beaucoup plus que chez nous. Mais les questions de métaphore, qu'est-ce que c'est? Comment ça peut tuer quelqu'un? Comment ça peut te briser le corps? Comment ça peut créer, instiguer une guerre? Enfin, toutes ces questions qui peuvent avoir l'air abstraites ne le sont pas. Et c'est la vie de Suzanne Sontag qui illustre ces questions d'une façon, et tellement que vous avez signalé tous les moments de la vie américaine et internationale aussi, puisqu'on était en plein siècle américain, à le top de la puissance impériale des États-Unis d'après la Deuxième Guerre mondiale. Un article, une mode, une coiffure, ça peut avoir une influence qu'on ne soupçonne pas. Donc c'est ça que je voulais mettre en cause et c'est ça que je voulais illustrer. Et c'est ça que, malgré les difficultés qui impliquent toutes les biographies, c'est ça qui m'a vraiment passionné. Et j'ai fait, j'ai 8 ans, je pense, de travail sur ce livre. Ouais, 8 ans. Ouais. Oui, parce qu'il y a on le sent, hein, les remerciements à la fin, la liste de toutes les personnes que vous avez interviewées, c'est phénoménal. Et puis vous avez eu Mais accès. c'est pas complète. Hein. Et c'est pas complet. Il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas être dans la liste. Ah oui, en plus. Et puis vous avez eu accès à tout le fonds qu'elle avait déposé à l'Université de Californie. Les journaux intimes, les brouillons, les épreuves, vous avez eu accès à tout. Ouais, donc il y a un archive publique auquel tout le monde peut avoir accès en arrivant à la bibliothèque de l'université. Et puis il y avait une autre partie privée qui était fermée jusqu'à, je pense que 75 ans, quelque chose comme ça. Et moi, je me suis imaginé un truc comme la pornographie des papes. Vous savez, au Vatican, ils ont tout un département, un rayon avec tout ce qu'ils ont collectionné pendant... Ah ouais, c'est l'enfer. Ouais, tout ça. Et je me suis imaginé un truc un peu plus dans ce style-là. Bah non, c'était pas ça. Malheureusement, j'étais un peu déçu en arrivant là. C'était des trucs intimes, mais qui n'étaient pas forcément plus intimes que les autres trucs. Parce que c'est des journaux, c'est des archives personnelles, c'est des trucs, des maladies, des trucs. Ce qui est vraiment très fascinant chez les biographies, c'est ce qu'on ne sait pas ce qui est personnel. On pense souvent que les trucs personnels, souvent on associe ça au sexe. Oui. Le sexe, c'est pas. Une vie sexuelle, c'est quelque chose que tout le monde a eu. Ou peut-être pas, mais ils ont pensé, même s'ils n'ont pas eu. C'est pas un truc. C'est un truc assez banal même. Tandis que les trucs vraiment personnels, c'est ce que, en regardant dehors, on ne devine pas toujours
Ce qui est pour moi personnel, ce qui est pour moi privé, un autre peut s'en foutre complètement. Donc, c'est ça que je me suis mis et j'ai eu le droit aussi de parler avec tout le monde, qui a été aussi compliqué parce que tu parles à un tel, l'ex n'aime pas cette personne. C'est toujours un peu de politique. Oui, mais et puis il y a aussi, en établissant la biographie, vous établissez aussi une vérité. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un moment où vous avez dû avoir des témoignages contradictoires, parce que telle affaire, elle est vue vu comment Susan Sontag était aussi capricieuse, fantasque. J'imagine on peut avoir des interprétations radicalement différentes. Et donc il y a un moment, vous vous trouvez dans la position d'être obligé de trancher quelque chose. Et ce que vous dites au final, c'est la vérité, on va dire, ça devient la vérité historique en fait. Oui, mais c'est pas la vérité historique, c'est ma vérité. C'est vraiment très marrant parce qu'elle a travaillé avec beaucoup de photographes, elle a écrit des livres magnifiques sur la photographie. Et en fait, en voyant une photo, on pense qu'on voit la personne. Mais si 10 personnes prennent des photos de moi, même visage, même personne, on voit chez les photographes on voit plutôt le photographe que le sujet. Et donc ça, je signale parce que j'ai pas de prétention de dire une vérité. J'ai la vérité que moi j'ai créée, mais c'est aussi une confection. C'est une métaphore, c'est quelque chose. C'est pas Susan Sontag, c'est un livre sur Susan Sontag. C'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose qui peut paraître abstrait, mais dans la photo, on sait que on peut faire une belle photo de quelqu'un. On peut aussi faire une photo monstrueuse de quelqu'un. C'est la même personne, mais on peut bouger la lampe un petit peu et ça change tout. Et dans la biographie, on est toujours très conscient de savoir que si je dis ça, si j'emploie tel mot, ça change l'impression que la personne va avoir de cette personne. Donc, on a une vie en main et on veut, effectivement, elle était fameuse. Moi, je n'aurais pas pu dire que Susan Sontag, c'était une femme super gentille que tout le monde adorait. Les gens à New York, j'aurais été ridiculisé par ça. Parce qu'elle était fameusement capricieuse et tout ça. Mais on peut mettre, j'ai lu maintenant je peux le dire parce qu'il vient de décéder, mais il y a un grand biographe anglais qui vient de mourir, qui s'appelait Patrick French, qui a écrit une superbe biographie de V.S. Naipaul, qui était un de mes grands héros quand j'étais jeune avec Clarisse. Et c'est un livre, sa biographie, c'est assez négatif quand même. Elle est bonne, mais tu fermes la biographie en pensant ça te gâche un peu le plaisir de lire cet auteur. Tandis que moi, j'ai connu Naipaul assez bien quand j'étais très jeune. Et c'est vrai qu'il avait un côté monstrueux. Mais il a été super gentil avec moi et avec beaucoup de monde. Donc, c'est un peu l'angle. Tu peux regarder si tu me photographies d'en dessous, j'ai ça. Et d'ici, non, je suis plus mince. C'est la même opération. Et c'est elle qui l'a décrit du mieux que personne. Je vois. Alors, on va entrer un petit peu au plus près du personnage. Un moment dans le livre, à peu près au milieu, vous utilisez une citation d'Elias Canetti. Quand il parle de la figure du grand écrivain, Elias Canetti, cet écrivain qui a eu le prix Nobel, dit un grand écrivain a l'originalité, la faculté de résumer son temps et de s'y opposer. Alors, je pense qu'on ne peut pas résumer Susan Sontag, ni en une phrase, ni parce qu'il y a trop de facettes, mais quand même, on la retrouve là, dans cette capacité d'originalité, c'est-à-dire qu'elle singularise quelque chose. Elle prend toute la lumière de l'intelligentsia américaine et new-yorkaise de cette époque-là, et elle s'oppose aussi au système très tôt, en fait. Ouais, c'était un des mystères. Elle était très fameuse, très très jeune. Et si tu relis ses essais du début de sa carrière, quand elle avait 26-27 ans, c'est des essais sur Nathalie Sarraute, sur des trucs super. Ça marche en France un peu. En Amérique,
Tout le monde s'en fout de ce genre de truc. C'est pas un truc qui... ça marche pas. Tu peux pas... Tu peux devenir respecté. Tu peux devenir une grande académique comme ça, mais tu vas pas devenir fameuse. Elle a été vraiment très fameuse et très jeune. Et ça, c'était un peu un mystère. Et pourquoi? Et j'ai pensé, j'ai finalement, enfin, j'ai écrit que elle, tout ce qu'elle avait chez elle était absolument en concordance avec un moment. Et c'était un moment d'après-guerre. L'Amérique avait été victorieuse d'une façon que personne n'avait été victorieuse depuis des siècles. Le monde nous appartenait, disons, après 1945. Il y avait de l'opposition, l'Union soviétique, mais vraiment tout le monde. Et chez les Américains, elle est née en 1933, c'est la même année de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Elle est élevée dans cette espérance de l'Amérique comme la dernière protectrice de la liberté et de l'humanité. Donc, elle a 12 ans en 1945 quand elle découvre les premières photographies des camps de concentration. Elle dit que ça m'a brisé la vie en deux. Et puis, du fur et à mesure qu'elle devient plus adulte, elle voit, comme toute sa génération d'ailleurs, l'autre côté de cette victoire, l'autre côté de cette société, son racisme, son matérialisme, le capitalisme, tout ça, le militarisme. Et ça, vraiment, pour cette génération, c'est un choc. Et ils cherchent à libérer le pays de ce qui était ringard, tout ce qui était commercialisé, tout ce qui était trop cruel. Et donc, il y a 3 grands mouvements, il y a d'autres d'ailleurs, mais le premier, c'est le mouvement noir, le mouvement des droits civils. Le deuxième, c'est le féminisme qui remonte après, parce que ça avait été un peu fatigué après, parce qu'en 1920, en France, c'était un peu plus tard, je pense, le droit au vote, c'était bien après, 44. D'accord, ça c'était la grande bataille de leur mère, mais ça a été gagné. Donc le féminisme, les gens rentraient à la maison, on avait gagné la guerre, les gens se mettaient à construire des familles. Mais on sentait que c'était une libération qui n'était pas prête, qui n'avait pas été finalisée. Et le troisième mouvement, c'est le mouvement homosexuel. C'est le dernier qui arrive au public. Et elle arrive avec un essai qui s'appelle Notes on Camp, Notes sur le camp. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Le camp. Voilà. Okay. C'est un mot qu'elle a rendu fameux. C'était un mot qui existait chez les gays, un mot un peu secret, et qui arrive à la première page du New York Times grâce à elle. Et elle était jeune, elle était très très belle, elle était lesbienne, et tout le monde le savait. Personne ne le disait. Ah non. Mais on le savait. Et elle avait un truc, elle combinait une beauté, une sensualité, une sexualité avec une tête qui avait l'air d'être quelque chose de chez les deux magots, qu'on n'a pas en Arizona. Ça, et puis elle a fait une impression tellement foudroyante qu'elle devient symbole de ce temps, tout en voyant, enfin ça c'est la deuxième partie de la phrase, tout en voyant que les libérations pour lesquelles elle s'était battue, ça devient, comme tout en Amérique, finalement, ça devient un truc, tout le monde est d'accord, on peut vous accorder vos droits, mais la machine, ça continue. On s'en fout des droits parce que ça empêche aucune grande entreprise de vendre leurs trucs au Vietnam. Et elle est très, très mal à l'aise parce qu'elle-même, elle devient un produit. Elle-même devient quelque chose de vendable, de quelque chose sur la couverture d'une revue. Et ça, elle adore parce que tout le monde aime bien être lu et connu et avoir
de la place dans les médias pour parler de ce qu'on veut. Mais le prix qu'elle a payé pour ça, et elle le savait, était très, 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 très haut. Parce que c'est ambigu, effectivement, conjointement, dans au cours des années 60, il y a donc son livre sur le camp, son article sur le camp qui paraît dans la revue, et à côté de ça, parce qu'il faut rajouter que c'était une femme extrêmement intelligente, c'était une travailleuse invraisemblable, une capacité de lecture qui était phénoménale. Hein. Et à côté de ça, elle publie des articles, donc vous l'avez dit, sur Sarraute, sur Godard, sur elle est très attirée par la culture européenne et française, et son essai qui s'appelle Contre l'interprétation. C'est les deux côtés. On a d'un côté le côté glamour avec le note sur le camp, et puis le côté l'universitaire extrêmement pertinente qui va aller chercher quelque chose d'un travail sur la culture de l'élite, quoi. Oui, mais elle a toujours été quelqu'un de l'élite. Et moi, je savais ça parce que je suis du Texas. Et je sais exactement combien de gens savent qui c'est. À New York, c'est comme à Paris. À Paris, s'il y a quelque chose dans le 5e arrondissement, ils pensent que toute la France le sait. Bah non, c'est eux, à Saint-Germain-des-Prés, qui le savent. Et en Amérique, c'est pareil. C'était des trucs d'élite. Mais ce qu'elle a pu faire, c'est que, et je précisais la culture française, parce que après la guerre, moi, c'était quelque chose que je ne savais pas. Le prestige de l'Allemagne était toujours intact dans les milieux intellectuels. C'est l'héritage de Marx, de Freud, de Thomas Mann, tout ça. Ça, c'était toujours au-dessus de la culture française qui émergeait. Et c'est la culture de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Albert Camus, enfin, tous les noms d'après-guerre de la France. Et ça, c'était pas trop vu en Amérique. Et c'est elle qui est devenue un peu une espèce d'ambassadrice pour ça. Mais en même temps, elle cherchait, elle était une interprète absolument fanatique. C'est pour ça que tout le monde se posait la question contre l'interprétation. Elle, c'est un peu. Mais elle avait pensé un truc qui était aussi devenu très ambigu par la suite. Et c'est que l'interprétation, il y avait deux grandes églises, disons, d'interprétation. Et c'était Freud d'un côté et c'était Marx d'un autre. Donc, c'était des systèmes extrêmement complexes, mais si on arrivait à comprendre ça, moi, je pourrais interpréter ça à la lumière de Karl Marx. On peut dire que c'est un verre qui a été produit par des ouvriers qui étaient payés je ne sais pas combien, et c'est de l'eau qui a été polluée par le grande entreprise qui est sur la Garonne. Enfin, on peut y aller et on peut tout expliquer. On peut expliquer la psychologie, l'économie, la politique, la littérature dans cette lumière. Et ce qu'elle a dit, c'est ce que non, il faut pas regarder l'art comme ça. Il faut le sentir avec notre corps. Avec notre sensualité, il faut s'approcher d'une œuvre physiquement presque, tactilement. Et ça, c'était une grande libération aussi pour les gens qui pensaient que, avant de dire quoi que ce soit sur ce verre d'eau, je dois avoir lu 40 volumes de Marx. Et ça empêchait vraiment, ça suffoquait les gens. Et donc, elle est devenue, tout en restant la fille qui avait lu tous les livres. Quand elle est arrivée à l'université à 16 ans, les profs ont été éblouis par tout ce qu'elle savait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les universités américaines, après la guerre, il y a beaucoup de l'intelligentsia, notamment allemande, juive allemande, qui avait fui l'Allemagne dans les années 30, qui est encore active, ce qu'on appelait l'école de Francfort, Adorno, Hannah Arendt, Thomas Mann, Horkheimer, Marcuse, et tous ces universitaires-là, tous ces intellectuels produisent encore énormément de textes. Et donc,
elle a été élevée avec cette culture-là. C'est ça la base de son. Oui, Donc oui, c'est oui. Freud et Marx, effectivement. C'est Ah oui, tout le monde. Et les intellectuels qui avaient le plus de prestige, c'était les juifs allemands. Et ça, c'est jusqu'aux années 70. Hein, vraiment, c'était un truc qui était resté jusqu'à la mort de tout ce groupe-là. Ils étaient... Mais aussi, il y avait une autre idée démocratique en Amérique, chez les universités. On a des universités, les universités fameuses qui sont les plus anciennes, qui datent du XVIIIe siècle, sur la côte Est. Mais elle a été élevée, enfin, elle a été une produite de l'université de Chicago, qui était purement, on pouvait que rentrer que par des examens écrits. Il n'y avait aucune, parce que les vieilles universités, les grandes universités, c'était de la caste. Hein, c'était vraiment la haute classe qui s'éduquait et dont le père, le grand-père. Donc tous les filles et les fils de l'immigration qui n'avaient pas le droit d'y rentrer, et il y avait une énorme énergie qui partait de cette immigration. Et qui s'est rejoint avec cette autre immigration, qui est une immigration de prix Nobel. Enfin, c'était pas des pauvres qui débarquaient au pied de la Statue de la Liberté. C'était des gens qui avaient déjà de grandes réputations en Europe. Mais aussi, c'était quelque chose qui était un peu éloigné de la réalité américaine. Comment s'approcher de l'art? Est-ce qu'il faut avoir un prix Nobel pour lire un livre? Et si on lit ces livres, parce que j'ai tout lu pour ce livre, et c'était fascinant, c'était des trucs que personne aujourd'hui ne comprendrait, mais même des intellectuels. Il faut être né à Cologne en 1883 et avoir fait l'éducation allemande d'avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un truc un peu hermétique et qui finalement n'aboutit à rien. Parce que c'est trop exclusif. Et cette idée, ça devient ce qu'on appelle les années... Enfin, en France, c'est un peu 68, mais en Amérique, on appelle les années 60. Et c'est la grande libération. Donc, c'est politique, c'est racial, c'est sexuel, mais c'est aussi intellectuel. Et le monde... ils ont l'impression que le monde s'ouvre et qu'il y a de nouvelles expériences à se trouver, à s'inventer. Et l'art, ça n'a rien à voir avec l'art de 10 ans avant, même de 10 jours avant. Elle a dit qu'à New York, j'étais habitué à ce qu'il y avait de nouveaux chefs-d'œuvre toutes les semaines. Maintenant, à New York, je peux vous dire, malheureusement, il n'y a rien. Hein, c'est que c'est des sacs à main à $3,000 et il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre. Mais il y a des époques, et j'espère que ça reviendra avant que je m'en aille, au bon Dieu, d'énorme créativité, d'explosion d'idées, d'art, et c'est elle qui a été au milieu de tout ça. Parce qu'à Paris non plus, il n'y a pas une idée neuve. Mais voilà, alors, ce qu'il faut bien comprendre, ces années 60-là, on a donc, Susan Sontag sur les deux terrains, hein, le terrain de l'amour et le terrain intellectuel. Et puis, il y a assez vite aussi la contestation contre la guerre au Vietnam, qui est un moment aussi fondamental parce que c'est une des pierres de base de la compréhension de Susan Sontag dans sa rébellion permanente, hein, puisque ça sera, on en parlera un peu plus loin pour la question de l'ex-Yougoslavie et tout ça. Mais ce qu'elle a appris de l'intervention militaire américaine au Vietnam, c'est aussi une révolte fondamentale. Oui, et ça c'est le moment parce que jusque-là, les mouvements de libération noire, féministes, homosexuels, ça commence un peu plus tard, mais il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup de mouvements dans le sens positif. Malgré, enfin c'était pas toujours comme ça, c'était comme ça, mais finalement ça avançait. Et les gens, il y avait l'arrivée du pouvoir du président Kennedy en 61, qui était une nouvelle génération, la génération qui avait fait la guerre, la génération qui revenait pour refaire le pays
pour libérer tout ce qui restait à faire en Amérique, qui est assassiné en 63 et qui a déjà commencé avec son frère, ils avaient déjà commencé l'intervention au Vietnam, qui devient une catastrophe absolument horrifiante. Pour toute une génération, ça devient un cauchemar. Et ça va, c'est 10 ans, hein, c'est même plus. Et ça termine qu'en 75. Et c'est quelque chose qui marque tout cet espoir, ça dure que très, très peu de temps. Et elle va au Vietnam du Nord, dans une époque où c'est interdit et c'est très dangereux. Hanoï, c'est l'endroit le plus bombardé du monde. Et elle y va. Et qu'est-ce elle trouve que... Elle dit qu'à New York, je pense qu'à Vietnam. Et maintenant, je suis à Vietnam et j'y comprends rien. Je ne comprends pas ces gens, je ne comprends pas leur langue, je ne sais pas qui ils sont. Tous se ressemblent, elle le dit. Maintenant, on serait cancelé par raciste. Mais elle le dit carrément, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vois ici. Je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas pourquoi ils se battent. Je ne sais pas, je ne peux pas lire un mot de leur littérature. Qu'est-ce que je sais de Vietnam ? Mais en allant, elle devient un des symboles de la résistance de gauche à cette guerre, comme d'autres d'ailleurs, comme Jane Fonda, qui a 95 ans, je ne sais pas combien d'années, non, pas encore, 85 peut-être, mais qui a été une figure de haine pendant des décennies parce qu'elle est allée au Vietnam. Et les gens essaient de refaire une idée de ce que pourrait être le pays et de ce que pourrait être le rôle de la culture. Parce que qu'est-ce que fait une actrice dans une guerre ? Un écrivain comme Sontag, ouais, tu peux aller écrire tes articles, d'accord, mais qu'est-ce que ça change ? En fait, ça ne change rien. Mais finalement, ouais, vous avez fait allusion à la Bosnie, à la Yougoslavie, elle va... 30 ans après, elle découvre un peu l'utilité de ça. Parce qu'on fait notre petit poème, on fait une petite chanson de résistance. D'accord, c'est pas mal, mais ça ne change rien. Et ça lui donne une dépression et un désespoir. On a beau faire des manifestations dans la rue. Qu'est-ce que ça donne ? Et c'est là qu'il y a l'autre grande découverte de Sontag, c'est la photographie. Parce que la photographie, elle se rend compte que la photographie a une valeur de témoignage que avant on ne pouvait pas avoir. C'est-à-dire la photographie vient rendre accessible à tout le monde les horreurs de la guerre, puisqu'en fait, la décennie des années 70, elle est dominée par cette question de la photographie. Et c'est pas avec ses essais sur la photographie et ce travail qu'elle opère sur la photographie comme témoignage des horreurs de la guerre. Oui, non, j'ai pas plus de questions. En fait, oui, mais ce qu'elle découvre, et ce que j'adore, et j'ai mis des photos dans le livre parce que j'ai adoré, c'était pour moi une découverte, la guerre de Vietnam, c'était la première guerre dont les photos n'étaient pas fausses. Oui, voilà. On a des photos de la guerre de Crimée et de la guerre civile américaine. Toutes les guerres des soviétiques sur le Reichstag, avec le drapeau, tout ça c'est faux. Tout ça c'est posé par des directeurs de cinéma, basiquement. Enfin, il n'y avait pas de cinéma dans la guerre civile américaine. Mais tout ça c'était mis en scène et c'était pour créer une espèce de message, pour communiquer quelque chose pour ou contre une telle position politique ou nationale, raciale, etc. Et la guerre de Vietnam, c'est la première guerre où il y a trop d'appareils photo dans le monde. On ne peut plus les falsifier si facilement. Donc, c'est que maintenant, tout le monde... Moi, quand je vois combien de photos je fais dans une semaine, je fais plus de photos que j'ai de toute mon enfance, presque. Enfin, mes parents avaient il y avait une fête d'anniversaire, on prenait une photo, mais ce n'était pas 40 photos par jour, comme maintenant.
On ne sait pas ce que ça va devenir, tout ça. Mais peut-être rien. Mais on a tellement l'habitude de les falsifier aussi, parce qu'il est tellement facile avec les filtres. On peut se rajeunir, on peut se donner une lumière un peu plus gentille, on peut même mettre des trucs qui nous transforment en unicorne. Mais ce n'est pas tellement différent de ce que faisaient les photographes de guerre de tous les pays, hein, et de toutes les époques depuis le milieu du 19e siècle. Mais Sontag, elle n'aime pas la photographie au début. C'est pas un mépris, mais c'est une espèce de méfiance envers un truc qui est tellement peu fiable, qui est tellement falsifiable, que beaucoup de photographes, amis, parce qu'elle était amie de beaucoup de grands photographes, ils ont lu ce livre, ils ont été horrifiés. Parce qu'ils ont dit, on n'est pas tous des voyeurs, des voyous, des criminels. Elle dit, l'appareil photo, c'est une arme de guerre. Bon, par exemple. Et on le voit tous les jours avec Poutine, avec tout ce qu'on nous donne, que c'est vrai. Mais aussi, ce qu'ils n'ont pas entendu, c'est un essai absolument brillant. Et dans toute la critique de photographie, il y a presque, après 75, il n'y a pas un seul écrivain sur la photographie qui ne fait pas allusion à Sontag. Oui, c'est ça, c'est l'incontournable en fait. On dit on est contre, on est pour, mais de toute façon, on part de la réflexion avec. On ne peut pas contourner. Ouais. Vous écrivez à propos sur la photographie. Les questions soulevées dans ce livre n'étaient pas seulement d'ordre philosophique, elles étaient aussi terriblement émotionnelles. Parce que c'est ça aussi la force de Sontag. Oui. C'est d'aller partout, dans tout ce qu'elle écrit. Elle le dit jamais. Et ça, moi, j'ai trouvé ça un peu charmant. Parce que je sais, en Amérique, en France maintenant aussi, hein, malheureusement, c'est les infections qu'on a passées en France. Mais c'est moi, je. Toujours, c'est moi, je. Tous les livres, tout le monde parle que de « Ah, mon mec m'a quitté. » Enfin bon, okay, voilà 300 pages de romans, entre guillemets. Et elle a détesté ça, et ce n'était pas son éducation. Et moi, je comprends, mes grands-mères, par exemple, parlaient jamais d'elles-mêmes. Ça ne se faisait pas. Tu disais pas à moi, comment vas-tu, qu'est-ce que... C'était le style. C'était pas... Mais on peut parler, on peut se laisser voir sans dire moi, je. Et Sontag, donc, en 75, la même année sur la photographie, elle a, à 42 ans, elle découvre un cancer dans le sein, et étage 4. Enfin, donc, elle est presque mourante. Elle écrit un grand livre sur le cancer. Tout en mourant, presque, elle se guérit à Paris parce qu'elle a trouvé un traitement qui n'était pas disponible aux États-Unis. Et tout en mourant, elle écrit un livre sur le cancer où elle dit jamais que j'ai un cancer. Elle le dit jamais, mais tu le sens comme lecteur. Tu sens l'appel magnétique, émotionnel de cette femme qui se trouve 42 ans en face de la mort. Et comment elle intellectualise ça, mais après... Et les gens, beaucoup de monde l'a attaqué après pour ne pas avoir raconté son histoire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font que ça. Hein. C'est la maladie comme métaphore. Donc effectivement, c'est l'autre. Autant les années 60, elles sont dominées par le style camp, le contre-l'interprétation, des essais qui appartiennent vraiment à la tradition intellectuelle de critique littéraire ou de critique artistique, mais les années 70 tranchent vraiment avec ces deux essais qui sont beaucoup plus personnels et qui sont des vrais marqueurs de société, que ce soit sur la photo ou sur celui sur la maladie. Et la maladie, je voulais juste dire un truc rapidement, mais c'est un truc que j'ai appris en faisant ce livre. Moi, j'ai l'impression que je connais les préjugés, les idées reçues de mon pays et des autres. Je ne savais pas que le cancer était un mot qu'on ne prononçait pas. Je ne savais pas, j'avais jamais entendu ça.
Et c'était un truc qui était causé par des malheurs sexuels, par exemple. Vous avez passé une vie réprimée où la rage que vous avez eue dedans, ça t'a rongé les cellules. Enfin, moi, j'avais jamais entendu ça. Et c'était au moment qu'elle publie ça, qu'au moins aux États-Unis, ça devient quelque chose dont on peut parler. Et avant, les gens mouraient. On dit, bon, bah, elle est partie. Mais on disait pas pourquoi, parce que c'était un truc honteux. Et ça, il y a des gens qui, vous le savez, hein, vous avez entendu ça, cette honte de cancer. Oui, le cancer et la Tout le monde tuberculose. La tuberculose, c'était avant. C'était avant, Ouais, voilà. c'est- Le cancer a pris la place de Ouais. la tuberculose et dans les années 80, c'est Voilà. le sida qui prend la place de... Voilà, mais c'est exactement ça. Et c'est tellement marrant. Enfin, c'est marrant, mais la même opération de couvrir une maladie biologique, chimique, par une honte métaphorique, comment ça peut tuer les gens? Parce que les gens qui pensaient que j'ai un cancer, et c'est sans doute de ma faute, j'aurais dû faire ça, moi je mérite ce que j'ai, et les gens mouraient désespérés. Et puis, exactement, donc ça se publie en 77. Les premiers cas de sida aux États-Unis, c'est 81. Et c'est exactement la même opération. La honte de la sexualité. Et je ne savais pas qu'il y avait une connexion de sexualité avec le cancer. La tuberculose, si je savais. Parce qu'on va dans les opéras du 19e siècle, que Violetta, elle est quand même sexy, hein, parce qu'elle va mourir. Et ça, ou Chopin. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne savais pas que le cancer était mais exactement une espèce de sexualisation avec une honte. Et les gens mouraient comme ça, par honte. Alors on avance un peu, parce qu'il est déjà moins le quart. Et donc, on avance un peu dans les années 80. Alors moi j'ai l'impression que la décennie des années 80, c'est vraiment la décennie, c'est le trou noir enfin la zone de turbulence pour Sontag. Parce que la créativité, elle y est plus complètement. En même temps, elle est complètement au fait de sa célébrité. Même ça, mais elle se sent, elle, qui est une personnalité rongée par la solitude depuis toujours. Mais c'est vraiment un creux dans sa vie, les années 80. Et ça correspond aussi à un changement profond des mentalités aux États-Unis. C'est-à-dire, le livre explique très bien comment on passe, comment toute l'avant-garde littéraire, artistique, elle passe au second plan, et on passe vraiment avec l'ère de Reagan à une ouais. Là, j'avais écrit, excusez-moi, je me perds un peu. En fait, Sontag est le reflet, l'écho d'un mouvement plus vaste aux États-Unis, le retour d'une pensée conservatrice avec Reagan, qui bascule dans les valeurs libérales et celles les valeurs de l'argent roi. Vous le résumez avec une phrase très piquante. L'ère réganienne était warholienne, l'ironie en moins. Et ça, ça pour elle, c'est un... Ouais. Parce que Warhol était le grand théorique de l'apparence, de la figure qui était un produit qui s'est offert comme produit, mais c'est ironique, c'est marrant. Enfin, c'est pas toujours marrant parce qu'il a quand même les instruments de torture, les assassinats, les guerres aussi. Mais c'est un projet de montrer comment les choses se transforment en produits. Et Reagan, c'est vraiment un truc, c'est le premier président dont je me souviens. Et je ne savais pas, enfin c'était normal, j'étais enfant, mais je ne savais pas à quel point ça représentait une révolution dans la pensée américaine. Enfin, on a toujours eu des conservateurs, comme tout le monde, mais ouais, on ne peut pas les échapper. mais, mais ça a changé et il y avait aussi le sida avec et Reagan et le racisme et la homophobie
je ne pense pas qu'on disait homophobie dans les années 80, mais il était un peu une espèce de fer de lance de la réaction, tout en étant un vieux grand-père un peu sympathique. Et ça, c'était vraiment... Et puis elle avait survécu ce cancer. Elle perdait beaucoup d'amis au sida. Elle avait des crises avec ses maîtresses et ses amants, enfin, infinies. Et c'est vraiment, pour moi, elle est quelqu'un qui n'arrive pas à se... Toutes ses relations sont amoureuses, sont malheureuses. Et c'est vraiment, pour moi, comme biographe, moi, je sais comment ça va se terminer. Je sais parce que c'est l'histoire. Enfin, on sait, si on écrit sur la guerre de Crimée, on sait qui va gagner. Mais quand tu écris une biographie, tu écris du point de vue de la personne. Et tu écris aussi étape par étape. Tu ne vas pas dire, bon, elle rencontre une telle, et non, il faut que tu racontes l'histoire. Et les années 80, ça m'a épuisé aussi, moi aussi, ouais, parce que je vois qu'elle fait les mêmes erreurs, enfin, comme tout le monde d'ailleurs. Enfin, on n'est pas très originaux, malheureusement. On essaie de se réinventer, mais ce n'est pas évident. Et une femme de 50 ans, plus, dans les années 80, elle commence à se sentir, elle est très affaiblie physiquement par le cancer. Elle est lourde. Et puis, elle cherche à se réinventer, mais elle n'arrive pas jusqu'à la Bosnie. Et ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire, que c'est la Yougoslavie qui lui donne un nouvel essor. Enfin, à plusieurs reprises, vous dites, vous reprenez les mots de Suzanne Sontag, c'est très déroutant. Elle dit qu'elle n'aura jamais été aussi heureuse que pendant son premier cancer, que ça a été une période heureuse, et elle est véritablement transfigurée quand elle est à Sarajevo, où elle n'est pas du tout la même femme que celle qu'elle est à New York. Ça, c'est marrant. Et ça, je comprends, parce qu'elle dit, c'est pas qu'elle est heureuse d'avoir le cancer, mais elle se rend compte de ce que c'est que la vie. Elle est heureuse, elle apprécie les feuilles, le soleil, tout ça. Et ça, je comprends. Mais elle va à Sarajevo en 92. C'est le pire moment de la guerre de Bosnie. Et c'est une ville absolument hermétiquement fermée. C'est à 1 heure de Venise, à 1 heure de Vienne, peut-être 2 heures de Toulouse, je sais pas, mais c'est à côté, quoi. Et ils sont tombés dans une espèce de désastre historique dont ils ne peuvent pas échapper. Il y a des montagnes autour. Elle arrive par les Nations Unies qui ont un aéroport où on peut arriver avec de l'aide humanitaire. Et elle découvre que toutes ces idées de sauver le monde, un peu avec la guerre de Vietnam, avec l'art, avec ces idées, c'est rien en comparaison avec ce qu'elle peut faire là. Et ce qu'elle fait, c'est elle met en scène une pièce de Beckett, En attendant Godot, avec quelques Bosniaques, des acteurs. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des obus qui tombent sur la ville pendant les répétitions. Il y a des acteurs qui sont tués en arrivant à la répétition. C'est un truc absolument... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît la Bosnie, Sarajevo. Ouais, c'est petit. C'est petit. Ouais. Je pense que c'est la moitié de Toulouse, quoi. Ouais, c'est petit. Il n'y a pas de quartier où on peut prendre un café. C'est un truc, c'est une massacre. Et tout le monde regarde. Et elle découvre ce que c'est que l'art. Et pourquoi c'est important d'avoir de l'art dans la vie. Et c'est pas un truc théorique à Paris, où Beckett a monté Godot dans les années 50, on a pu faire des choix esthétiques. On peut dire, on ne va pas utiliser cette lumière, on
on va habiller les gens, des acteurs, avec des robes un peu sales ou un peu moches. Enfin. Mais là, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait que les trucs de plastique des Nations Unies qu'on pouvait découper, et c'était tout. Il n'y avait pas de lumière, donc il n'y avait que des bougies. Elle était radieuse. Et quand je suis allé la première fois à Sarajevo, j'ai rencontré les acteurs, dont beaucoup existent toujours. J'aimerais bien les filmer d'ailleurs, c'est une idée que j'ai encore, parce qu'il y a beaucoup qui sont, ça fait quand même 30 ans déjà, donc il y en a beaucoup qui sont morts. Mais elle a vraiment senti que c'était ça qu'elle pouvait faire. Et en fait, politiquement, ironiquement, ça a eu beaucoup d'effets en Amérique, parce que c'était la une de tous les journaux d'Amérique. Et c'est comme ça qu'une idée peut arriver à avoir une influence. Ça forme l'opinion publique. Ça a de l'influence sur les esprits. Et ce n'est pas immédiat. Mais finalement, l'OTAN a mis fin à cette guerre. Et ce n'est pas elle qui a mis fin. C'est les présidents de la République qui le font. C'est les généraux qui le font. Mais avant, il faut que les esprits soient prêts à dire qu'il faut intervenir. Et c'est ça qu'elle a compris. Vous dites qu'avec Sarajevo, elle arrive à réunir les dimensions politiques et esthétiques. Et en fait, que pour elle, Sarajevo, c'est la guerre civile de notre temps. C'est-à-dire qu'elle peut se projeter dans ce qu'elle n'a pas pu, ce qu'elle avait intellectualisé. Pour elle, c'était cette image où elle a 12 ans, quand elle voit les premières images du ghetto de Varsovie, parce qu'elle était juive, Suzanne Sontag, et voilà. Et là, enfin, elle est dans le temps présent c'est sa grande bataille, quoi. Mais comme toujours, elle est à l'endroit parfait pour symboliser son temps. Et comme on est en France, je peux dire, je ne sais pas si vous connaissez Michel Léris, mais il y a une introduction de quelque chose qui s'appelle la littérature comme tauromachie. Oui. C'est l'introduction de... L'âge d'homme. Ouais, c'est ça. Et Michel Léris imagine une littérature comme une espèce de combat il faut se donner, il faut se risquer la vie. C'est pas un truc de salon, de faire des petits vers, des trucs. Non, c'est dangereux, c'est risqué, il faut se battre. Et là, elle a toujours eu cet idéal en tête. Elle a écrit un essai très, très, très intéressant sur Michel Léris, qui était un des premiers en anglais, je pense, déjà dans les années 60, 61, 62. Et là, c'est le grand combat. Et elle était prête, enfant, en Californie. Elle avait un petit jeu avec un ami qui existe toujours, qui a 95 ans, qui était le compagnon du lycée. Il y avait, dans l'immigration européenne, dont beaucoup de noms dont vous avez parlé, il y avait Stravinsky aussi, qui était à Los Angeles, réfugié de Russie. Et ils se sont dit, combien d'années de ta vie à toi, ta petite vie de lycéen californien, donnerais-tu pour donner encore 5 ans de vie à Stravinsky? Donc, ils étaient déjà, quand ils avaient 14 ans, ils étaient prêts à se sacrifier pour Stravinsky, pour qu'il continue à composer. Mais bon, c'est pas très risqué parce que tu es dans ta voiture à Los Angeles, personne ne va te tuer pour donner des années de vie de plus à Stravinsky. C'est pas réel. Mais là, elle découvre que cette envie de se sacrifier pour quelque chose qui est... et c'est ça qui était perdu en Amérique, parce que personne ne nous demandait rien, en fait. On était né par hasard dans un pays extrêmement riche et puissant, où tu avais toutes les opportunités, en échange de rien. Ce n'était pas tes mérites à toi qui t'ont fait naître là. Donc, il fallait trouver une cause, et c'est ça qu'elle a trouvé. Et c'est vrai c'est ce qui fait la force des grands destins, parce qu'elle est toujours au bon endroit, au bon moment. Enfin, elle colle, c'est incroyable, mais elle est à Berlin au moment où le mur tombe. Ça, c'est incroyable, mais c'est un peu caricatural. Elle sort du cinéma et elle sent le gaz lacrymogène, et c'est les gendarmes de l'Allemagne de l'Est
qui lance les derniers trucs de gaz, 1 heure après que le président de la GD, comment ça s'appelle hein? République démocratique. Ouais, l'autre, l'Allemagne de l'Est, disons. Je perds le. Et oui, c'est qui a annoncé que depuis ce moment, on va ouvrir les portes, on va ouvrir les frontières. Et donc, c'est un symbole un peu. C'est tellement marrant que c'est toujours elle est toujours là. Alors, la contrepartie du truc, quand même, pour elle, c'est que ça contribue à la mettre complètement hors sol. C'est-à-dire qu'aussi, après après la guerre en ex-Yougoslavie, elle devient encore plus capricieuse. Elle devient, enfin, ça devient, c'est une caricature enfin, elle colle vraiment avec la caricature qu'on pourrait faire d'elle, de l'intellectuel. Ouais, elle devient la grande diva. Ouais, la diva, voilà. Oui. Elle a toujours été une grande diva, mais elle perd un peu la tête. Ouais. Donc, c'est ça le risque aussi. On devient un peu dingue. Parce qu'elle revenait à New York, elle voyait des gens dans les cafés, dans les restaurants, qui parlaient de n'importe quoi. Et même, pendant que les gens meurent en Birmanie, ouais, mais c'est sûr qu'on ne peut pas toujours penser à ce qui se passe en Ukraine maintenant. On doit parler d'autres choses. On ne peut pas toujours penser à ce qui se passe il y a beaucoup de désastres dans le monde que je peux nommer, mais elle a perdu la patience. C'est ça. Et puis il y a aussi quelque chose. Alors, dans le livre, on a beaucoup parlé de son travail d'essayiste, de son travail d'intervention politique, esthétique, mais il y a l'autre côté de Susan Sontag, c'est la romancière. Ouais. Et la romancière, on comprend bien que ça n'a jamais été, depuis le début, c'est pas son truc, c'est pas une grande écrivain de fiction, Susan Sontag. Ses romans, que ce soit Le Bienfaiteur, qui est un roman très calé sur le nouveau roman français, plus tard, voilà. Il faut attendre L'Amant du volcan, début des années, où là, on lui donne aussi la marque de la grande écrivaine de littérature qu'elle n'est peut-être pas. Elle n'était pas, mais en essayant, parfois on arrive assez loin. Et Le Bienfaiteur, c'était, en effet, elle a dit 30 ans plus tard, parce qu'on parlait de Nathalie Sarraute, mais elle a pensé que vraiment, il y avait des nouveaux... Elle avait été étudiante à Paris, et elle a découvert ces idées. Parce que si vous lisez Nathalie Sarraute, par exemple, on parle d'elle, mais il y a d'autres qui ont écrit sur ça aussi. La théorie de Nathalie Sarraute, pour un nouveau roman, c'est assez intéressant. On dit, c'est une bonne idée. Il faut réinventer un truc qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle, à la limite, et c'est pas pour nos jours. Il faut le refaire. Bon, elle a essayé, ça n'a pas trop marché. Mais personne ne lit ça aujourd'hui. Moi, je les ai lus parce qu'il faut bien pour faire la biographie. Mais il faut faire un effort de compréhension pour ce que c'est 1961, je pense 62. Ça fait 60 ans. Le monde était différent. Les idées littéraires, philosophiques, politiques étaient différentes. Et il faut faire un effort de comprendre pourquoi cette femme tellement formidable, tellement intéressante, pourquoi elle a choisi de faire ce roman dont je ne comprends rien. Et ça te emmène plus loin que de dire c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est rien, c'est ennuyeux, c'est chiant. Ok, il y a beaucoup de livres dont on peut dire la même chose, mais l'effort de comprendre aussi, c'est ça que j'adore chez les biographies. C'est justement les trucs qui sont pas bien. Parce que c'est toujours ça t'excite un peu d'écrire sur les grands triomphes de la personne. Mais en fait, c'est les trucs qui marchent pas, qui emmènent au succès. Et parfois, les artistes essayent toujours des trucs. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais ce qui fait un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye, et il y a des expériences qui sont plus réussies que d'autres. C'est pas grave. Mais comme elle avait beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens étaient jaloux, ils ont adoré l'attaquer à cause de ça.
Oui, mais quand même, dans l'espace sur la question vraiment de la fiction, du roman aux États-Unis, la vraie avant-garde, elle est pas quand elle est calée sur l'avant-garde européenne, elle est chez Gaddis, elle est chez Ouais. Pynchon, elle est chez Non, mais Robert Coover. elle Elle est n'est pas pas chez Sontag. romancière. Oui, Elle est c'est pas ça. romancière. Elle est pas romancière. Et c'est pas grave. Hmm. Euh, Moi, j'aime bien. Je pense que beaucoup des idées qui après viennent à fleurir dans les autres textes sont les fruits de cet effort de s'imaginer. Euh, mais toujours, et ça, c'est un autre sujet qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais elle était. La question de sa sexualité, qui a été très, très compliquée pour elle, elle a jamais avoué rien, bien que tout le pays le sache. Enfin, c'était pas un grand secret. Il suffisait de la regarder. Mais elle était, elle était pas, elle était aussi, elle voulait être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une espèce de moteur chez elle. Ça l'inspire. Elle veut se réinventer toujours. Enfin, ça c'est un peu ma théorie à 10 centimes. Hein, vous pouvez la prendre ou non. Mais ce désir d'être autre qu'elle était, ça la pousse. Et parfois, ça lui pousse dans des directions super positives. Enfin, d'aller en Bosnie, d'aller au Vietnam, de faire des expériences d'écriture qui sont vraiment très osées. Et parfois, ça ne marche pas. Et pour moi, c'est le drame d'une vie. Vous en faites, alors, vous faites un portrait d'elle comme un personnage très, comme une grande romantique quand même. Ouais. Fondamentalement, enfin, je veux dire, à la manière du romantisme du 19e siècle. Ah On n'est oui, pas sur quelqu'un qui veut s'offrir, Oui. qui veut se sacrifier, et qui a des amours qui sont tellement hystériques, parfois ces amours. Et je dis, d'accord, je le sais, je sais que ça va mal finir. Je peux pas lui dire. J'ai envie de lui dire, arrête, calme-toi un peu, ça va pas. Comme cette duchesse italienne qui fait rien. Il y a une duchesse, elle est absolument obsédée par la duchesse, qui est quelqu'un à Naples qui fait absolument rien, qui se lève à 2 heures de l'après-midi et qui se fume des cigarettes. Enfin, obsédé par cette femme. Et tu dis, mais non, Suzanne, quand même. Et, mais, et c'est ça l'amont du volcan, c'est Vésuve, c'est à côté de Naples, c'est donc cette femme. Et c'est un truc archi romantique. Et c'est quelqu'un qui avait passé cette idée aux autres. Je pense que c'est pour ça que c'est une figure tellement inspiratrice pour beaucoup de monde. C'est parce qu'elle était romantique, elle était extrême, elle était opératique, elle était une diva. Et c'est ça qui la rend tellement fascinante comme personnage. Mais parfois, le personnage, ça peut étouffer la personne. Oui. Parce que, alors, ses compagnes, c'est très étonnant ça, parce que ses compagnes, elle va les chercher dans le monde du glamour. C'est des productrices de cinéma, c'est des jet-setteuses, c'est Annie Leibovitz, voilà. Et jamais elle va chercher une intellectuelle ou une philosophe ou une. Ça, c'est toujours des hommes. C'est Brodsky. Oui. C'est C'est les étoiles. c'est Ouais. Reeves, le père de son fils. Eux, Ouais. voilà, elle va chercher. Brodsky, on peut parler un petit peu de Joseph Brodsky parce que c'est un personnage qui revient le temps où elle est, où elle est avec lui. Alors c'est une relation d'amour-amitié, c'est un peu, on imagine Mais je bien pense que c'est une espèce d'érotisme Mm. qui est différent de la sexualité. Sexuellement, elle aimait les femmes. Érotiquement, elle aimait les hommes. Elle aimait les grands hommes, elle aimait les grandes personnalités. Elle avait vraiment la liste de ses amants masculins. C'est impressionnant. Hein. Pour ne rien dire des femmes. Hein, mais c'est vraiment, elle est attirée par l'intelligence, par une espèce de charisme, disons, intellectuel, artistique, les grandes têtes. Elle adore ça. Et ça se confond, on peut le dire, ça se confond parfois avec de l'érotisme dans le sens un peu plus banal. Mais c'est vrai qu'elle passait aussi cette même
cette même sensation d'érotisme intellectuel aux lecteurs et surtout aux lectrices qui n'avaient pas tellement de modèles. Et c'est ça en Amérique, et ce n'était pas qu'en Amérique, c'était partout le monde, il n'y avait pas tellement de grandes dames intellectuelles comme elle, qui étaient amies de John Lennon, de la baronne de Rothschild, de je ne sais pas quoi. Tout ça, ça n'existait pas. Et pour les filles qui voulaient lire, qui voulaient être prof ou médecin, ou enfin, intellectuel d'une certaine façon, il n'y avait pas tellement de modèles. Et donc, cet érotisme, ça, c'était aussi un danger de mon livre, que j'avais beaucoup de ces gens qui ont été vraiment électrifiés par elle, très jeunes. Elle voulait l'être, comme elle, petite, elle voulait être Greta Garbo. Et c'est ça qu'elle représentait. Je ne sais pas si elle a été vue comme ça en France, mais peut-être un peu. Elle a été surtout connue vraiment sur le tard en France, je pense. Oui. On a eu la chance de la voir à la librairie. Oui, en 2003, en fin d'année, en octobre, je crois, 2003. Elle était venue dans un des théâtres toulousains. Alors, il y a une autre personne dont on n'a pas parlé, mais peut-être sur les relations comme ça, complexes et ambiguës, et enfin, pas tellement ambiguës, mais si, qu'il y a une sorte d'ambiguïté, mais complexe en tout cas, c'est avec son fils David. Oui. Parce que là aussi, pour lui, ça aura été une enfance sacrifiée. Et elle aura cherché aussi à avoir avec ce fils une relation d'alter ego, c'est-à-dire elle a projeté énormément de choses. Elle a toujours voulu que son fils c'est aussi une grande puissance intellectuelle comme... oui, elle dit, elle s'attendait à ce qu'il le soit. Dans ses journaux, elle dit mon fils à 4 ans, il lit déjà Homère, ce genre de truc. Donc on voit qu'elle essaie de le pousser dans une direction qui est, enfin, c'est un homme très intelligent, c'était pas... mais on se demande qu'est-ce qui va devenir cet enfant. Et il est né quand elle a 19 ans, elle dans un mariage avec un homme plus âgé. Qu'elle se marie après... non, ils se sont fiancés après 2 semaines. Enfin, on voit qu'elle veut s'échapper de quelque chose. C'est assez vite pour tout le monde. Et puis, elle a un avortement à 17 ans, et puis un autre qui était illégal, comme l'est encore maintenant. Son mari pense que si elle aura un autre avortement, elle risque de mourir, parce que c'était vraiment très dangereux. Et donc, elle a cet enfant qui a presque la même âge qu'elle. Enfin, finalement, après quelques années, c'est comme un ami un peu plus jeune. Et c'est quelqu'un qui, à cause des échecs amoureux, après l'autre, qu'est-ce qui te reste? C'est ton enfant. Il a beau vouloir s'en aller, tu peux pas, c'est ta mère. Donc, c'est une espèce de relation qui devient assez venimeuse, assez vite, et qui l'aura rongé un peu quand même. Ouais, aux deux. Ouais, oui, ouais, c'est vraiment terrible de voir cette relation, parce que c'est tellement, on sent qu'ils auraient dû ils se ressemblaient tellement que c'était impossible. Voilà. Alors on avance un peu, et je voudrais quand même qu'on évoque la dernière grande bataille, même si je pense que c'est une bataille ratée. Donc Suzanne Sontag de la fin des années 90, donc, il va y avoir en même temps le début de son alors c'est son 2e cancer, ou c'est déjà son troisième à la fin des années 90. Et puis il y a cette bataille ratée du 11 septembre. Ouais. Parce que, alors, elle continue, je crois, à être l'intellectuelle très écoutée. On attend ces textes qu'elle donne dans les grandes revues de New York, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas au moment du 11 septembre. Vous pouvez nous en parler un peu? Non, elle écrit un texte, elle était à Berlin, elle regardait par la télévision ce qui se passait à New York, comme tout le monde. Elle avait écrit toute sa vie que tu ne peux pas écrire sur quelque chose que tu n'as pas vu toi-même. Ok, théoriquement, c'est vrai. Enfin, c'est pas vrai théoriquement, tu peux écrire ce que tu veux, mais vraiment, pour comprendre un truc, il faut l'avoir vu avec tes propres yeux. Voilà.
Donc, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle a écrit un petit texte. Moi, je me souviens de ça, parce que je ne me souviens pas de la guerre du Vietnam, mais je me souviens très bien de ça. Les gens sont devenus hystériques. Mais hystériques. Et si tu relis ce texte, c'est un truc super banal, quoi. C'est un truc dont tu dis, mais il faut, là aussi, il faut se souvenir du climat dans le pays. Et ce n'était pas que chez nous, hein, c'était partout dans le monde. On pensait que c'était la fin du monde, que ça allait être une guerre terrible, qu'ils allaient détruire. J'étais à Londres à l'époque, les Anglais étaient hystériques. Je suis parti aux Pays-Bas, les Hollandais étaient pareils, enfin tout le monde. Mais elle s'était abstraite d'une certaine façon pour parler de quelque chose qui était au-dessus du niveau, disons, émotionnel où les gens étaient. Et c'est très dangereux, ça. C'est pas que les Américains étaient devenus des fascistes ou quelque chose comme ça, c'était que les gens, émotionnellement, ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Moi, maintenant, je l'admire pour l'avoir fait. Je pense qu'elle a fait par bêtise. Hein. Oui. Elle a fait parce qu'elle n'avait pas compris. Je pense qu'elle n'aurait pas fait. Mais je pense que dans les moments d'hystérie mondiale, collective, il faut des intellectuels et des gens qui disent, et des hommes politiques, si tu as la chance, ce qu'il y a, mais qui ne pensent pas comme tout le monde, qui disent, mais attendez, réfléchissez, pourquoi l'Amérique crée des réactions comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu ne peux pas dire que c'est la faute des gens qui étaient dans les tours, ce n'était pas de leur faute, mais il y a des actions et des réactions. Quelles sont nos actions dont nous sommes responsables qu'on pouvait... Mais c'était un moment d'hystérie qu'elle est devenue un peu le symbole pire que quand elle était au Vietnam. Oui, c'est ça. Et je me souviens, les gens, c'était la grande traîtresse, c'était un truc un peu épouvantable, vraiment. Mais c'est un échec, en fait, quand même. Oh, je sais pas. Non, je pense pas. Oh, on peut pas toujours dire ce que tout le monde veut entendre. C'est pas le rôle de l'intellectuel. C'est pas le rôle de l'écrivain. C'est justement le contraire. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Puisque vous avez parlé, dans les années 60, il y a des différents mouvements. Il y a des mouvements féministes. Il y a des mouvements ensuite contre la guerre du Vietnam. Oui. Et puis, par contre, vous avez très peu parlé d'un mouvement de révolution noire, alors que c'est un problème crucial pour les Américains. Parce que moi, quand j'étais au Vietnam, dans l'armée américaine, il y a les Noirs et les Blancs qui sont différents. Alors que si on fait la guerre, on ne devrait pas regarder la couleur. Donc, alors, est-ce que dans votre livre, est-ce que je peux l'appeler un livre biographique ou un roman biographique, vous parlez des problèmes raciaux? Oui, les problèmes... ça, c'était quelque chose qui était dans l'air. Ça a toujours été dans l'air. Enfin, on a eu une guerre civile à cause de ça. Enfin, ce n'était pas une nouveauté. C'est vraiment marrant de voir que beaucoup en Amérique, maintenant, on pense qu'ils ont découvert le racisme il y a 3 jours. Mais ça a toujours été une question. Elle, c'était pas vraiment... Elle s'est peu mise dans des questions spécifiques raciales, ni homosexuelles, ni féministes. Elle a été vue comme une grande féministe, mais elle n'a été pas féministe dans le sens d'une militante comme ça. La contribution était plus indirecte. Elle voulait créer un pays. Enfin, c'est un peu narcissique de dire elle voulait créer un pays. Elle ne voulait pas créer un pays, c'est pas possible. Personne peut. Les pays sont comme les gens, ils sont comme ils sont, et ça change. Mais elle voulait évoquer une culture cosmopolite, une culture tolérante, une culture dans la tradition américaine, enfin, comme dans tous les pays aussi, il y a beaucoup de traditions américaines, et c'est ça qu'elle voulait maintenir. Donc, pour les questions noires,
mais c'est comme les féministes et les homosexuels, c'est pas un truc qu'elle fait explicitement. Alors, Irène, écoute, vraiment, Benjamin rapporte des anecdotes assez révélatrices de comportements qui sont de cet ordre-là. Véritablement. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter ? Capricieuse, moi je suis d'accord, parce que c'est un mot un peu pour une fille qui a des... Non, mais Suzanne Sontag, elle a été vraiment cruelle avec les gens. Je pense que je suis arrivé à comprendre les raisons. C'est ce qu'il faut avoir, de l'empathie pour le personnage. Mais j'ai parlé à beaucoup de monde qui a été vraiment blessé pour toute la vie par les choses qu'elle a faites. Et donc ça, c'est de point de vue du biographe, c'est difficile Mais en même temps, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Amérique, on veut des femmes maintenant, on veut des femmes parfaites. On veut faire des femmes qui sont des statues de perfection. Bon, on sait que ça n'existe pas. En fait, c'est un effort de faire construire quelque chose de positif, mais qui termine en caricature, parce que on n'est pas comme ça. Et c'est pas grave. Oui. Cruel. D'accord, je vous le donne. Alors, c'était un tyran domestique avec Annie Leibovitz. C'était un tyran domestique. Maintenant qu'elle se fasse payer des allers-retours en Concorde parce que elle peut pas prendre l'avion normal et qu'elle le fasse payer à sa compagne, il y a quelque chose de l'ordre de... Et changer les billets, toujours. Ouais, et, il y a quelque chose de l'ordre de le... À un moment, on a dit que c'était une diva, mais voilà, il y a de ça aussi. Mais moi, j'aime bien les divas. Ça me dérange pas du tout. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec les divas. Ça me dérange. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est quand même aussi très présent dans la biographie et qui fait partie des complexités du personnage. C'est que c'est aussi quelqu'un qui s'est construit complètement contre son corps. Et qu'il y a un vrai rapport, alors pas de rejet de son propre corps. C'est-à-dire qu'elle aurait préféré être une pure abstraction, vraiment juste une entité intellectuelle. Oui, et ça, c'est très triste. Et ça, pour moi, ça a à voir avec la sexualité. Elle veut s'en évader. Mais bon, on ne s'évade pas, personne. Malheureusement. Elle aura été prisonnière de son corps, finalement, tout au long de sa vie. Comme tout le monde, d'ailleurs. Oui, mais elle l'a vécu avec beaucoup plus de cruauté que... Mais c'est horrible. Et puis encore, les maladies qu'elle a subies, c'est terrible de voir ça. C'est une souffrance. Un peu, quand on parle de sa cruauté, de ses caprices, comme on veut, il faut se souvenir de la souffrance physique qu'elle a eue pendant vraiment... au moins depuis 42 ans, jusqu'à la fin de sa vie, elle a été en constante souffrance. Benjamin, on s'arrête là. Effectivement, la biographie est passionnante. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'est un plaisir. Merci d'être venu. Merci. Vous venez d'écouter l'écrivain américain Benjamin Moser, auteur de Sontag, sa biographie de Suzanne Sontag, paru chez Christian Bourgois, éditeur, à la librairie Ombre Blanche, le 18 avril 2023. Réalisation et mise en onde, Radio, avec Radio Plus et Radio Terre.